everyone, c'est moi pour ma vidéo du jeudi. J'espère que votre semaine se passe bien. Duchesse nous a rejoint, on est au top. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour ceux qui ont fait des dons. Merci, vous m'aidez énormément. Pour faire des dons, j'ai enlevé le Patreon comme je vous l'avais dit. Donc c'est en cliquant sur le logo PayPal à l'intérieur de la bannière, soit en description de cette vidéo. Normalement, ça y est, j'ai compris le système de PayPal, ça devrait marcher. Dites-moi si ça bug. Oui, parce que des fois, j'avoue, je suis devant mon ordinateur, je me prends un petit peu pour une hacker de haut vol, genre Anonymous, alors qu'en fait, je suis hyper mauvaise. Donc si le lien marche pas, excusez-moi d'avance et dites-moi-le. Merci en tout cas pour votre soutien et pour vos encouragements de tous les instants. Merci beaucoup. Alors pour cette vidéo, imaginez qu'on m'a récemment conseillé une série qui s'appelle WandaVision, diffusée sur Disney Channel. Notez bien, c'est important, Disney+, pas Disney Channel. Disney Channel, c'était à une époque, mon époque révolue, donc Disney+. Encore une fois, hein, c'est quand même étrange, enfin, vous verrez. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, WandaVision est une mini-série de 9 épisodes diffusée depuis le 15 janvier 2021. Première série de l'univers cinématographique de Marvel, il s'agit également de la première production télévisée de Marvel Studios suite à la fermeture de Marvel Television. Pour vous faire un rapide topo, parce que je vous rassure, la série n'est pas le sujet. Et en plus, je l'ai regardée. J'ai pas forcément accroché de ouf. Je suis pas en train de vous recommander la série, hein. Pas du tout, loin s'en faut. À part pour les aficionados de Marvel, ce n'est pas mon cas, mais pour les autres, voilà. C'est l'histoire de Wanda Maximoff et alias Scarlet Witch et Vision, qui sont deux super-héros vivant dans une banlieue idéalisée, mais commençant à soupçonner que effectivement tout n'est peut-être pas aussi extraordinaire que ce qu'il y paraît. Attention, pour ceux encore une fois qui regardent ou comptent regarder la série, sachez que cette vidéo contient des spoilers, en particulier pour l'épisode 7, parce que c'est l'épisode qui m'intéresse et c'est à partir de là que je vais développer mon sujet. Je m'en excuse, mais sincèrement, je ne pouvais pas passer à côté de cette information. Alors, il faut savoir que cette série, ici, hein, a suscité un grand, si vous voulez mon avis, un grand, très grand engouement et que depuis Game of Thrones, aucune série n'avait autant passionné les adeptes de théorie. Vous l'aurez compris, cela s'explique en grande partie par le symbolisme et les références multiples et variées et on ne peut plus déstabilisantes. Croyez-moi sur parole. Justement, personnellement, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la symbolique. Encore une fois, j'ai pas super accroché avec la série, d'autant plus qu'au départ, elle est en noir et blanc. C'est pas que j'aime pas le noir et blanc, mais ouais, bizarre quoi. Mais après, pardon pour ceux qui ont aimé. Vous avez le droit d'aimer. Donc effectivement, à partir de l'épisode 7, il y a des symboles qui sont on ne peut plus clairs, comme par exemple une étrange structure souterraine qui a quelque chose de bizarre et qui à bien des égards m'a interpellée. Donc pour tous ceux qui croient comme moi au mont Bucheji et aux tunnels dans lesquels il se passe des choses étranges, et ça, comme vous pouvez si ça vous intéresse, nombreuses de mes vidéos tournent justement autour, bah, je vous avoue que au début, ça scotche. Et en plus, le plus déroutant, réellement, c'est le ton de la série qui passe à l'horreur avec une douceur inquiétante. Encore une fois, je répète, c'est diffusé sur Disney+. Et parce que moi, pour moi, Disney+, et donc c'est comme Disney Channel, d'où mon erreur, c'est voilà quoi, les bisounours, les trucs un petit peu cucu. Voilà, on est dans le monde des enfants, quoi. C'est des couleurs. Bon, je sais que Disney, il a foutu de la symbolique partout, mais jusqu'à présent, j'avais l'impression que c'était un peu plus discret. Là, cette série, je vous assure, ce qui m'a carrément mis un uppercut en pleine poire, c'est qu'à un moment donné, on voit clairement apparaître en l'écran un grimoire en cuir sous les projecteurs, qui d'ailleurs n'a pas attiré
que mon attention à moi, puisque c'est devenu le sujet buzz de tous les fans de la série qui s'intéressent un tant soit peu à la symbolique et qui possèdent des connaissances, car en vérité, le livre en question n'est rien d'autre que le livre diabolique par excellence. Et c'est maintenant. Ceci est le témoignage de tout ce que j'ai vu et de tout ce que j'ai appris. Je dois noter tout ce que je peux à propos des horreurs qui hantent le monde extérieur. Et si je ne parviens pas à achever ma tâche, servez-vous de ce que vous trouverez ici pour découvrir le reste. Car le temps est compté et l'humanité ne sait pas quelles calamités sont sur le point de s'abattre sur elle. Que les dieux vous accordent de mourir avant que les grands anciens règnent de nouveau sur la terre. Sachez que ça, c'est l'avertissement auquel toute personne a eu droit peu après avoir découvert ce livre mythique. Il est dit que le livre relié en chair humaine et en encre de sang est rempli de sorts pour ressusciter les morts et invoquer des créatures anciennes. Le Necronomicon inflige la folie et même la mort à ses lecteurs. Il est considéré comme l'un des livres les plus dangereux au monde. Il se dit que les gens qui ont osé lire le Necronomicon, bien sûr fallait que je le foire, le Necronomicon, peut-être que je le dis mal depuis le début, excusez-moi. Donc, il se dit que les gens qui ont osé lire le Necronomicon et étudier les prophéties, les sorts, les incantations et les jugements qu'il contient ont soit sombré dans la folie ou soit sont morts dans des circonstances épouvantables. Partant de la croyance que ce livre existe, certains prétendent que toutes les copies originales sont conservées sous clé dans des bibliothèques ou des collections extrêmement privées. Je sais qu'il semblerait que le Vatican en possède une copie. Normal quand on sait qu'il est dit que le livre révélerait l'endroit d'un passage capable de relier le monde que nous connaissons à un monde antérieur et surnaturel pour provoquer la fin de cette terre comme nous la connaissons. Du coup, il y a des preuves que des organisations politiques et religieuses s'assurent de tout pour gommer toutes les traces qui pourraient indiquer où se trouvent les fameuses copies et encore plus l'original qui reste un mystère. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, pour tout, comme à chaque fois, il existe une théorie officielle. Donc officiellement, ce livre ne serait rien d'autre que la création de l'écrivain Lovecraft, auteur de plusieurs histoires de fantômes et autres courants diaboliques. Quand j'étais plus jeune, j'adorais Lovecraft. Il faut savoir que Lovecraft, de son vivant, il était personne. C'est pour ça que tout ce qui entoure le mythe et la légende de la théorie officielle, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, dans le sens où, comme il est quasiment mort dans l'anonymat, ce que je vais vous expliquer n'a pas trop de sens. Parce qu'encore une fois, il est devenu le célèbre Lovecraft de manière posthume. Il faut bien avouer qu'il fait référence du Necronomicon plusieurs fois dans nombreux de ses livres depuis sa nouvelle Le Molosse paru en 1924. Dans le plus pur style Lovecraftien, le Necronomicon apparaît histoire après histoire comme une horreur chuchotée. Lovecraft affirmait que l'idée du Necronomicon lui était venue dans un rêve. Comme il le traduit, le Necronomicon signifie une image de la loi des morts. Cependant, une meilleure étymologie serait en vérité un livre classifiant les morts. Et il affirmait que ce livre n'existait pas sur la planète Terre de vérité. Notez l'utilisation spécifique des mots qu'il employait, car ce n'est pas anodin venant d'un homme de lettres comme lui qui était clairement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, brillantissime à bien des égards. Alors, il insistait bien, voire trop, sur le fait que le livre et les noms utilisés dans son roman sont fictifs et issus de sa seule et unique imagination. Un fait qui n'a pas trop convaincu les chercheurs de vérité et autres théoriciens, car une grande partie de ce que l'écrivain décrit coïncide mystérieusement avec d'autres faits et hypothèses de l'occultisme et avec suffisamment d'informations pour révéler les origines horribles de l'humanité et ses rituels sombres.
De plus, dans sa biographie, Lovecraft lui-même semble laisser les données nécessaires à un traçage plus complexe du travail diabolique. Grâce à ces notes, des chercheurs ont pu générer une carte qui s'adresse à l'auteur original du vrai Necronomicon. Donc bon, je veux bien que ce soit soi-disant un délire d'un mec apparu en rêve qui a tout créé de A à Z. En vérité, ça fait beaucoup d'efforts pour laisser beaucoup de codes. Enfin, c'est un peu comme si on me disait qu'au final, il n'y avait aucun code dans les codex de Leonardo da Vinci, que tout ça c'était du délire et que ça n'existait pas. Moi, personnellement, comme je le dis, quand il y a du doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Ainsi, en plus, les chercheurs de vérité les plus acharnés sont remontés jusqu'à un certain Abdul al-Hazred. Désolée, vous savez que je suis pas bonne avec les noms. Quel que soit le nom, faut que ça ripe. Et en plus, je m'étais entraînée 10 fois, mais définitivement, ça sert à rien. Je vais le Abdul al-Hazred. Un poète ayant vécu vers 730 après Jésus-Christ à Damas. L'arabe dément, comme on l'appelait alors, et qui en fait aurait été un astrologue, y aurait retranscrit les textes sacrés de divinités obscures. Ce livre serait un artefact qui pourrait provoquer la fin du monde. Son titre original, Al-Azif, ferait référence au bruit produit la nuit par les insectes, à moins que ce ne soit les murmures des djinns. Al-Hazred disparut en 738 dans des conditions atroces. Son manuscrit aurait alors disparu, détruit peut-être, mais après avoir été copié. Car vers 950, Philétas de Constantinople produit une traduction en grec. Il lui donne alors le titre sous lequel il est connu de nos jours. En 1228, Olos Wormus le traduit en latin. Ces deux traductions furent interdites par le pape Grégoire IX en 1232. Il va sans dire que le Vatican conserve précieusement quelques exemplaires dans ses caves. Ceux qui sont accessibles sont rares, partiels et dans des traductions diverses, plus ou moins fiables et s'échangent à prix d'or sur le black market, le marché au noir. La langue d'origine est l'arabe, mais celui de l'époque et de la région de son rédacteur, bien loin de la langue parlée de nos jours, différent même apparemment de l'arabe littéraire. Il est dit pourtant que sa lecture peut rendre fou, ne serait-ce qu'en déchiffrant quelques mots, alors même que leur signification est inaccessible. Donc que tu comprends ou que tu ne comprends pas, tu lis le truc, tu tournes fada. Donc faites gaffe, si un jour vous trouvez le Necronomicon à la bibliothèque, évitez même de feuilleter. Mais en tout cas, apparemment, c'est vrai, tant leur pouvoir d'invocation est grand, tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu lis pour que ça ait une incidence sur toi. Lovecraft lui-même, dans sa première allusion à ce livre, n'en donne pas le nom. Il évoque seulement sa découverte dans les ruines d'une cité oubliée par un explorateur découvrant des fresques atroces, puis les momies de créatures reptiliennes. À quel savoir son auteur eut-il accès? Apparemment, il eut accès à des textes archaïques, sumériens, mésopotamiens, révélant l'existence de créatures sur et inhumaines. Fait allusion aux grands anciens, des rites que d'anciens humains auraient suivis à l'aube de l'humanité. Certains affirment même qu'il contient le moyen de ressusciter les morts, de voyager dans le temps et d'invoquer Yog Sotho. Je pense qu'il y a un complot dans ma résidence pour pas que je fasse mes vidéos. Je suis désolée si vous entendez des bruits de fond. Dès que je parle, il y a quelqu'un qui fait tonitruer sa moto, il y a des travaux juste en face, le gars il s'acharne sur son marteau. Je crois vraiment qu'ils se sont tous unis pour que j'échoue. Mais je n'échouerai pas. Ah ben alors, c'est très mal me connaître. Mais par contre, je suis vraiment désolée si ça vient heurter. Je sais que certains d'entre vous écoutent avec un casque. Je suis désolée. C'est indépendant de ma volonté. J'essaie de faire mon maximum. Je choisis même mes heures. Mais c'est compliqué, quoi. Donc, le livre compterait plus de 1000 pages. Il est censé y avoir 1001 façons dont le livre est né au Moyen-Orient, passant par le monde grec et latin pour être traduit, géré et hérité vers l'Europe moderne, arrivant en Amérique et déclenchant un culte à la fois étrange
et dangereux. De toute façon, tout commence un petit peu ici, ça croit que ce pays... enfin bref. Après la mort de Lovecraft, en 1937, son ami proche et écrivain Auguste Derleth a continué l'héritage de Lovecraft avec des contributions au mythe de Cthulhu et a combiné sa propre imagination avec celle de Lovecraft. Cthulhu, pour ceux, ça ne doit pas se prononcer comme ça, Cthulhu, c'est une entité dans les histoires de Lovecraft qui ressemble à un être venu, un extraterrestre, entre l'extraterrestre et un monstre des profondeurs. Et beaucoup de ses livres est construit autour de ce mythe-là. Ça, faut le comprendre. Dans le livre de cet ami, il y a beaucoup de références au livre redouté, gardant donc l'héritage vivant. Il avoue même qu'apparemment, le Necronomicon n'était pas du tout apparu en rêve à Lovecraft comme il l'avait toujours prétendu, mais qu'au contraire, il avait été envoyé, ce livre, à son père au père de Lovecraft. Et que, chose étrange, le père de Lovecraft a justement fini ses jours dans une asile psychiatrique. Bien évidemment, comme à chaque fois, le flou est maintenu autour de ce livre. Mais sachez que ce livre redoutable a également conduit à la création du Necronomicon Press, près de 40 ans après la mort de Lovecraft. Cette presse a imprimé des œuvres d'auteurs et d'écrivains sans fin, uniquement inspirées par Lovecraft et son Necronomicon. Le célèbre écrivain d'horreur Neil Gaiman a inclus des indices sur le Necronomicon dans plusieurs de ses œuvres et a collaboré avec Terry Pratchett pour créer le Necronomicon. Je l'écris parce que je suis désolée. Je fais pas exprès, je vous promets. Donc, comme son nom l'indique, c'est un livre pour les morts. En latin, il s'appelle Liber Paginarum Fulvarum. Le latin, je gère mieux, qui se traduit par le livre des pages jaunes. Cet hommage à Lovecraft était destiné à invoquer d'horribles démons et d'autres créatures sombres et était présenté dans une gamme d'œuvres de Gaiman et Pratchett. Étrange quand même pour un livre soi-disant fictif que Lovecraft aurait inventé de A à Z. Parce que c'est quand même très étrange, avouez, que quelqu'un qui invente un livre fictif de toutes pièces, il se voit obligé, au travers de ses écrits, de brouiller les pistes. Brouiller les pistes autour d'un livre fictif, c'est quand même vachement tordu. Pour moi, ça n'a pas trop de sens, à moins que le livre existe réellement. C'est la seule possibilité. Et d'autant plus qu'encore une fois, je le spécifie, c'était pas à notre époque. Hein. Donc le gars, il essayait pas d'alimenter du buzz. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de followers. Donc il était tout seul à écrire des livres. Et dans ces livres, il brouillait les pistes pour pas trouver le livre. Donc on est d'accord que là, encore une fois, comme je le dis souvent, la théorie officielle est encore plus difficile à croire que la théorie soi-disant des conspirationnistes, comme d'habitude. Et encore, si on cherche un truc encore étrange par rapport à la théorie officielle, c'est encore plus bizarre de se dire que quelques écrivains, connus, pas connus, ont quand même capitalisé sur cette croyance, imprimant leur propre Necronomicon. Parce que pour satisfaire une demande, parce qu'effectivement, il existe une demande, et d'ailleurs, si vous avez la curiosité et que vous tapez Necronomicon sur Google, vous allez voir sur Amazon, il y en a plein à vendre et il y a un éventail de prix. Chacun prétend avoir la bonne traduction, le bon livre, etc. Pour un livre qui serait issu d'une histoire et qui serait fictif de A à Z, moi, ça me semble, ouais, mais pas crédible une seule seconde. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. La version la plus lue, d'ailleurs, est écrite par Simon. Il a été publié pour la première fois par le Magical Child, qui est l'une des boutiques occultes les plus célèbres de New York, en 1977, dans une édition de luxe reliée en cuir. Plus tard, il a été publié sous forme de livre de poche, atteignant un lectorat beaucoup plus large. La version Simon du Necronomicon prétend être un grimoire sumérien traduit d'un manuscrit grec que nous ne puissions lire. Des fanatiques du monde entier se sont donné la tâche d'enquêter et de rechercher le livre susmentionné. Un richissime homme d'affaires,
auraient même dépensé des sommes folles pour qu'un groupe d'enquêteurs mette la main dessus. Bien évidemment, même s'ils les ont trouvés, les détails de leur lecture n'ont pas été révélés. Il faut savoir qu'il y a carrément un business, comme je vous le disais, avec des faux et des escroqueries et des charlatans autour de ce livre. Et tout un réseau qui s'assure de pouvoir obtenir des copies du Necronomicon original. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous affirmer que c'est vrai, que ce livre est maudit, qu'il existe, etc. Parce que de un, je l'ai pas trouvé. Mais à travers mes recherches, moi personnellement, je trouve qu'il y a suffisamment de zones d'ombre pour qu'on puisse au moins se poser la question. Si effectivement le livre maudit qui peut nous guider vers la destruction existe. En tout cas, je pense que le doute est permis. En plus, ce ne serait pas la première fois que l'existence d'un livre est remis en cause et qui pourtant semble au travers de preuves tellement réelles. C'est comme le livre de Thoth. Le livre de Thoth, pour ceux qui ne savent pas, dans l'Égypte ancienne, Thoth était le dieu de la sagesse, de la connaissance et de la magie. Il aurait confié aux hommes un livre dont la lecture transmettrait des pouvoirs exceptionnels comme celui de bouger mer et terre, de comprendre le langage des animaux et de ressusciter les morts. Considéré comme trop dangereux, ce livre fut brûlé. Or, quiconque se vante depuis de l'avoir en sa possession meurt mystérieusement des suites d'accidents complètement improbables. Ou encore, il y a aussi ce livre des Stancés de 10 ans, censé être un ancien livre tibétain relié au système philosophique et ésotérique de la théosophie. Le livre de 10 ans, je vous mets le nom là, pour que vous voyez l'orthographe, parce que peut-être que c'est pas comme ça que ça se prononce, comme d'habitude. Donc le livre de Dizan est une lecture complexe qui ne cache rien de moins que le mystère de l'univers, de la création des dieux et d'une implication extraterrestre. Donc bon, en tout cas, une chose est certaine, même si le Necronomicon est né dans l'imaginaire Lovecraftien, aujourd'hui, il a pris une toute autre dimension auprès des adorateurs de l'occulte. Pourquoi donc le retrouver dans une série diffusée par Disney+? Et ne me dites pas que oui, c'est pour la symbolique, etc. D'où les enfants, c'est-à-dire le public à qui est destiné ce genre de série, ils vont capter la symbolique et vont se dire « Ah, mais c'est Lovecraft !» Non, non, c'est qu'encore une fois, vous savez à quel point je crois au pouvoir des symboles et de la symbolique, à quel point je dénonce justement à bien des égards les utilisations qu'ils en font autour de nos enfants, que ce soit dans les clips, que ce soit dans les vidéos, que ce soit sur les habits, que ce soit, voilà. Et ce n'est pas anodin, encore une fois, histoire de nourrir une basse vibration pour que l'humanité reste au ras des pâquerettes. Mais heureusement, nous sommes de plus en plus à nous éveiller et à tenter d'éveiller les autres et je pense que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, s'il doit y avoir un truc grave, je pense que nous, on va s'en sortir. En tout cas, les amis, j'espère que mon sujet vous aura plu. Dites-moi-le en commentaire. J'ai beaucoup aimé le faire parce qu'en plus, ça m'a replongé dans Lovecraft que donc je lisais quand j'étais adolescente. Et avec plaisir, avec un plaisir non dissimulé, même si je trouve que ça a quand même un petit peu vieilli. Voilà, je voulais vous parler vite fait d'un artiste qui m'a demandé de lui donner un petit peu de force et que je trouve extrêmement talentueux. Je vous mets son site internet là, vous allez voir, c'est très moderne et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, donc si ça vous intéresse, le lien est là et dans ma barre de description. Je remercie encore les gens qui soutiennent ma chaîne. Vous connaissez le système, on like, on like, on like, on like, comme ça l'algorithme, le référencement de YouTube est au top et plus on me suggère, plus on grandit la communauté, plus on grandit de la communauté, plus on est fort et plus on peut se donner de la force. On s'abonne, on clique sur la petite cloche pour avoir les notifications et comme vous le faites déjà, on partage autant se faire que peut. Merci infiniment, vous êtes au top, je vous dis à dimanche et en attendant, stay safe les amis!